Alors, bonjour à tous, moi, je suis Florent Chevillon, je suis médecin en hématologie dans le service AJA à Saint-Louis, juste à côté. Et on m'a demandé de vous parler de l'immunothérapie dans les hémopathies lymphoïdes pour ce cours de phase socle. Alors, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, donc on ne va pas pouvoir traiter de l'intégralité des immunothérapies, mais l'idée, c'est d'expliquer les différents types d'immunothérapie, celles qui sont disponibles et accessibles à l'heure actuelle en hématologie, que vous allez utiliser en hôpital de jour ou en hospitalisation, que vous connaissiez les principaux effets secondaires, comment les gérer, et puis de connaître les principales indications qui ont permis les obtentions de l'AMM pour les produits phares, on va dire, des immunothérapies actuellement. Donc surtout, vous n'hésitez pas, celles qui sont là, à m'interrompre si jamais il y a des questions ou des incompréhensions ou autres. Et pareil, pour ceux qui sont en Zoom, n'hésitez pas à intervenir directement par l'audio parce que les messages, à chaque fois, je les vois pas. Donc, tout d'abord, on va faire un rappel sur le système immunitaire avant de s'intéresser à l'immunothérapie. Donc, le système immunitaire, il y a deux types de systèmes immunitaires, ça vous le connaissez déjà. Il y a l'immunité innée et il y a l'immunité adaptative. L'immunité innée, elle va être composée de différents éléments qui vont nous protéger des différents agents extérieurs, par exemple des bactéries, des virus représentés ici. La première chose à laquelle va être confrontée une bactérie ou un virus avant d'entrer dans l'organisme, ce sont les barrières cutanées et muqueuses, par exemple ici les entérocytes. Et ces barrières muqueuses, elles vont parfois être mises à mal chez nos patients en hématologie, notamment par certains traitements, par les radiothérapies à forte dose, par exemple les irradiations corporelles totales avant la greffe, ou par des chimiothérapies, par exemple le méthotrexate ou d'autres chimiothérapies, et puis également par l'aplasie. Et donc, il peut y avoir à ce moment-là eh bien, des dermabrasions, on va dire en quelque sorte, des entérocytes, ce qui peut laisser passer dans la circulation sanguine les bactéries, notamment du tube digestif. Et c'est la première, en tout cas, partie de l'immunité innée. Et puis, une fois que les différents agents infection ont infecté l'organisme et infecté des cellules, donc c'est ce que j'ai représenté ici, une cellule qui va être infectée par des agents microbiens, eh bien, va se mettre en place assez rapidement, c'est une des caractéristiques de l'immunité innée, eh bien, tout un système pour essayer de détruire les cellules infectées et donc de contrôler l'infection. Les différentes choses sont représentées ici. Il va y avoir, eh bien, par exemple, la cascade du complément avec la voie classique, la voie alterne, qui vont, eh bien, à la fin, permettre de former le complexe d'attaque membranaire, et donc de lyser la cellule. Il va y avoir les anticorps qui peuvent être spécifiques d'un antigène microbien qui a déjà été rencontré par le passé, par exemple, qui vont agir également de manière immédiate. Il va y avoir les polynucléaires et les monocytes ou les macrophages qui, eux, vont agir par phagocytose de la cellule infectée. Et puis, il va y avoir également certains lymphocytes qui sont dits les lymphocytes NK, pour natural killer, qui représentent à peu près 15% des lymphocytes. Ils ont comme particularité phénotypique d'exprimer le CD16 et le CD56. Et ces lymphocytes NK, ce sont vraiment des lymphocytes cytotoxiques. Ils vont en fait, à leur surface, avoir différents récepteurs membranaires qui vont permettre d'activer des signaux activateurs ou inhibiteurs. Et quand il y a plus de signaux activateurs, eh bien à ce moment-là, ça va déclencher l'attaque du lymphocyte NK sur les cellules infectées, par exemple. Et notamment, certains de ces récepteurs, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ce sont les récepteurs KIR. Donc ça, c'est l'immunité innée. Pour l'immunité adaptative, alors, est-ce que je vais bouger ça? Pour l'immunité adaptative, donc ici toujours la cellule infectée, et la cellule infectée, comme toutes les cellules en fait de notre corps, elle va exprimer à sa surface, c'est ce qui est représenté là, des pas des récepteurs, mais le CMH en fait de type 1, qui va être directement reconnu par le lymphocyte TCD8. En fait, les CMH, les molécules du CMH, à quoi elles vont servir? Elles vont présenter certains antigènes
à l'extérieur de la cellule. Donc là, par exemple, c'est un antigène microbien qui va être présenté, qui n'est pas normal. Et donc, les CMH de classe 1 vont activer, via la présentation de cet antigène, le lymphocyte TCD8, qui lui aussi a une action qui est cytotoxique. D'autres cellules, on n'en a pas parlé, que j'avais mis ici, sont les cellules présentatrices d'antigènes. Elles vont porter à leur surface également des molécules du CMH, du complexe majeur d'histocompatibilité, cette fois de type 2, et elles vont plutôt activer des lymphocytes TCD4. Les lymphocytes TCD4, ce sont ceux qui sont dits helpers, donc ils ne vont pas avoir de fonction cytotoxique directe sur les cellules infectées. En revanche, qu'est-ce qu'ils vont faire? Via la production de certaines cytokines, ils vont permettre l'activation également des lymphocytes T CD8 cytotoxiques, donc ils vont vraiment aider à l'action des lymphocytes T cytotoxiques. Les lymphocytes T CD4, ils vont également activer des lymphocytes B. Les lymphocytes B, eux, à leur surface, ils portent, vous savez, des immunoglobulines, et ils vont activer notamment les lymphocytes B qui vont être spécifiques de l'antigène microbien reconnu, ce qui va permettre une prolifération de ces lymphocytes B, une différenciation, et à terme, ça va aboutir à la production d'anticorps spécifiques de l'antigène reconnu, et donc on revient vers l'immunité innée ici. Et donc, ce que je vous disais, c'est que l'immunité innée, c'est rapide, quelques heures, et l'immunité adaptative va prendre plus de temps parce qu'il y a toute cette cascade à mettre en place avec différents types cellulaires qui vont intervenir les uns après les autres. Est-ce que déjà, vous avez des questions sur très grossièrement le système immunitaire? Donc ça, on l'a fait pour la version infectieuse, et puis elle existe également pour la version tumorale. Une cellule tumorale, elle va exprimer à sa surface, comme toutes les cellules de notre corps, sauf les cellules présentatrices d'antigènes, les peptides du complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1, et donc elle va exprimer différents antigènes. Et en fait, les cellules tumorales vont exprimer certains antigènes qui vont être reconnus comme anormaux par les cellules de notre immunité. Et donc, c'est comme ça qu'il va y avoir une immunité antitumorale, ce qu'on appelle également une immunosurveillance. Et donc, par exemple, elles vont être reconnues directement via le TCR des lymphocytes TCD8 qui va effectuer une lyse spécifique, une cytotoxicité spécifique d'une éventuelle cellule tumorale. Pareil pour les cellules NK ou encore pour l'immunité innée. Donc en fait, les mêmes mécanismes vont se mettre en place quand il s'agit d'une cellule tumorale. C'est le concept en fait d'immunité antitumorale ou d'immunosurveillance qui permettrait à notre corps d'éviter de développer en permanence plein de tumeurs et donc de contrôler les cellules tumorales avant qu'elles se développent en tumeur ou en cancer. C'est exactement la même chose. Alors là, ça peut nous paraître relativement simple comme concept et assez clair, mais c'est intéressant de voir un peu comment ces différentes notions sont nées et ont été conceptualisées. Donc, la première personne qui a fait cette notion d'immunothérapie, c'était en 1893, c'était un chirurgien orthopédique à New York qui s'appelait William Collet. Et William Collet, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il s'occupait de patients qui avaient des tumeurs osseuses et notamment des sarcomes. Et il s'est aperçu que chez certains de ces patients qui présentaient des infections, notamment des érysipèles assez sévères, il y avait une réduction en même temps que l'infection du volume de la tumeur. Et donc, à partir de ce constat, il a pris des streptocoques inactivés, il en a fait une espèce de mixture et il les a injectés directement en intra-tumoral dans le sarcome des patients. Et donc, avec ça, il a publié ce papier où il rapportait many cases cured de sarcome avec l'injection de mixture de streptocoques inactivés. Il y avait en fait 10 patients. Après, je ne sais pas combien de temps ces patients ont été curés, probablement pas longtemps, mais en tout cas, il a fait le constat qu'un agent infectieux pouvait, alors il n'avait pas exprimé ça, mais de manière en tout cas indirecte finalement, permettre la réduction du volume tumoral
Et donc, c'était la première fois qu'on voyait ce concept d'immunothérapie, même si ce n'était bien sûr pas formulé comme ça. Ensuite, il a fallu attendre vraiment les années 50 pour que cette hypothèse de l'immunosurveillance soit mise en avant par deux chercheurs. Et ils l'ont fait, ils ont exprimé cette hypothèse, mais vraiment de manière conceptuelle, absolument sans aucune preuve. Mais en tout cas, ce sont les premiers à l'avoir formulée en se disant que le système immunitaire pouvait peut-être avoir une activité antitumorale. En parallèle, en 1975, enfin un peu plus tard plutôt, il y a eu la première production d'anticorps par trois chercheurs, allemands et argentins, et donc la première fois que des anticorps étaient synthétisés. Et donc ça, c'est très important parce que de leurs travaux va découler la production de tous les anticorps actuels qu'on utilise en thérapeutique. Donc ils ont eu le prix Nobel pour ça un petit peu plus tard. Et donc, il y avait ce concept d'immunosurveillance qui a été élaboré, il y a eu les anticorps qui ont été synthétisés, et donc, en fait, dans les années 50 à, on va dire, 80, 90, il y a eu une espèce de phase d'optimisme sur l'immunothérapie, et donc, il y a plein de produits qui ont été utilisés, la plupart sans efficacité, ce qui a conduit ensuite à une phase de scepticisme où certains chercheurs les médecins se sont dit que finalement, ce concept de l'immunosurveillance n'était peut-être pas tout à fait vrai. Un des seuls traitements qui reste de cette phase où il y a eu pas mal d'immunothérapie de tentée, c'est la BCG-thérapie utilisée encore dans le cancer de la vessie. Et puis, il a fallu attendre 2001 et les recherches de Schreinberg sur un modèle murin pour vraiment faire la preuve, cette fois scientifique, eh bien, qu'il y a vraiment une immunosurveillance antitumorale. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il injectait soit des souris immunocompétentes, soit des souris immunodéficientes, des agents carcinogènes, et puis il regardait, en fait, les souris immunodéprimées, tout simplement, elles avaient plus de développement de tumeurs que les souris immunocompétentes, et donc ça a un petit peu formalisé cette hypothèse de l'immunosurveillance qui avait été eh bien, décrite 50 ans auparavant. Donc ça, c'est un petit peu tout le cheminement qu'il y a eu pour arriver aux différentes immunothérapies actuelles. Et puis, finalement, il y a une immunothérapie qu'on utilisait déjà en hématologie depuis la fin des années 50, parce que la première greffe de moelle, elle a été faite à Villejuif en 1958. C'était l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. C'était une immunothérapie, pareil, sans le savoir, sans l'avoir conceptualisée, mais l'immunothérapie, elle permettrait, enfin, la greffe de moelle permettait de remplacer le système immunitaire pour obtenir un effet GVL, de graft versus leukémia versus d'autres hémopathies. Et donc, en fait, c'était tout simplement d'utiliser un nouveau système immunitaire qui était plus immunocompétent contre les cellules leucémiques parce qu'il ne les avait jamais rencontrées auparavant et qu'il les reconnaissait comme étrangères, et donc de l'activer pour permettre d'avoir un effet antileucémique sur le long terme. Et ce qui a bien été montré dans les greffes de cellules souches hématopoïétiques, eh bien, on le voit bien sur cette étude de Horowitz de 1990, c'est qu'en fait, toutes les greffes ne sont pas équivalentes. Et notamment, quand on faisait des greffes avec un jumeau syngénique qui avait exactement le même système immunitaire, il y avait beaucoup plus de rechute, ces pourcentages de rechute. Quand on retirait les lymphocytes T des greffons, il y avait beaucoup plus de rechute. Donc ça, eh bien, ça montre qu'il y a vraiment un rôle des lymphocytes T dans les greffes de cellules souches hématopoïétiques et que c'est vraiment ces cellules qui vont permettre l'effet GVL. Pareil, quand il y avait un peu l'effet pervers de la greffe, la GVH, qu'elle soit aiguë ou chronique, eh bien finalement, il y avait moins de rechute, comme si le système immunitaire, le nouveau système immunitaire, certes, il avait le défaut d'attaquer des parties du receveur, mais en fait, il était plus efficace que quand il ne se passait rien. Et donc, tout ça, c'est aussi des preuves de l'immunosurveillance du système immunitaire via la greffe de cellules souches hématopoïétiques. On ne va pas après reparler de la greffe parce que c'est vraiment un cours à part. Vous avez eu un cours de phase socle. Mais voilà, c'était simplement pour faire un petit clin d'œil pour dire que c'est quand même une immunothérapie utilisée depuis le plus longtemps en hématologie et qu'on utilise toujours à l'heure actuelle. Alors, revenons à notre immunothérapie antitumorale.
On a des cellules normales, au sein desquelles vont se produire différents types de mutations qui vont aboutir à une cellule tumorale. Et si elles échappent eh bien, aux cellules du système immunitaire, il va y avoir la formation de la tumeur. Donc, l'arsenal thérapeutique en oncohématologie, pendant de très nombreuses années, elle se limitait à la chirurgie, ce qui ne marche pas beaucoup en hématologie, aux chimiothérapies, avec tous les effets secondaires que vous connaissez des chimiothérapies. Vous avez aussi un cours de phase socle, je pense, sur les chimiothérapies, et à la radiothérapie éventuellement. Et l'immunothérapie est vraiment devenue le quatrième pilier qu'on utilise en combinaison parfois avec certaines de ces techniques auparavant. Et donc l'immunothérapie, si on doit donner une définition, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est la restauration des fonctions immunitaires à visée antitumorale. Alors, est-ce que vous connaissez des immunothérapies qu'on utilise en hématologie à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous connaissez comme immunothérapie? Un petit peu daratumumab, Ouais, ok, les anticorps monoclonaux, très bien. bispécifiques. Les bispécifiques, yes. Les carticelles, c'est tout à fait l'immunothérapie. C'est déjà pas mal. Les inhibiteurs de checkpoint. Ouais, les inhibiteurs de checkpoint, les anti-PD1, PD1 notamment, PDL1. Yes. Vous avez quasiment tous cités. Donc, on va reprendre ces classes thérapeutiques une à une, et puis à chaque fois, je vous montrerai un exemple concret d'une immunothérapie. Juste avant, sur les immunothérapies, qu'est-ce qui fait qu'une immunothérapie peut être efficace? Donc, quelles sont ses caractéristiques idéales? Eh bien, tout d'abord, c'est qu'elle doit être adaptable, c'est-à-dire qu'elle doit être capable de générer une réponse variée en termes d'antigènes et ou d'acteurs cellulaires pour être efficace. L'efficacité et surtout la spécificité pour essayer d'éviter le plus possible de s'attaquer à des cellules normales et donc éviter des effets secondaires. Elle doit diffuser partout pour pouvoir atteindre toutes les cellules tumorales et notamment, si possible, dans les sites sanctuaires que peuvent être le système nerveux central, les testicules par exemple. Et puis, ce qui est important pour essayer d'obtenir une guérison, c'est sa durabilité et la capacité à induire des réponses mémoire. Ça, c'est vraiment les caractéristiques importantes des immunothérapies. Donc, les différentes classes que vous avez citées, vous n'avez pas cité les cytokines parce qu'on les utilise plus beaucoup, mais on les a utilisées pendant très longtemps, à défaut d'avoir autre chose. Les cytokines, c'est ce que je vous avais représenté avec les petits points un petit peu partout sur les schémas d'immunité au tout début. Il y a par exemple l'interféron, l'interleukine 2, il y en a plein d'autres. Elles sont quasiment toutes abandonnées, sauf l'interféron gamma parfois, pour certains syndromes néoprolifératifs. Et donc, elles agissent comment? En activant les lymphocytes T, tout simplement. Pourquoi elles ont été abandonnées? Parce qu'elles ont beaucoup d'effets secondaires, très variables selon le type de cytokine. Mais voilà, c'est pareil, on ne va pas en parler plus que ça. Les autres et les premiers qui sont apparus, ce sont les anticorps monoclonaux, ceux que vous avez cités en premier. Et donc, les anticorps monoclonaux, il y en a plein, ça va dépendre en fait tout simplement énorme bouche. Ça va dépendre tout simplement de la cible sur laquelle on veut jouer. Et donc, les plus fréquents, les plus connus, ce sont en hématologie, en tout cas, les anti-CD20, et notamment le rituximab, et les anti-CD38, qui ont vraiment pris une place importante dans l'arsenal thérapeutique dans le myélome multiple, comme le daratumumab, par exemple. Alors, on va se focaliser un petit peu sur le plus connu, en tout cas le plus ancien, qui est le rituximab. Et quel est son mécanisme d'action pour rituximab? Alors, le rituximab, c'est un anticorps, vous le reconnaissez ici avec les chaînes lourdes et les chaînes variables. On dit que c'est un anticorps chimérique. Pourquoi? Parce qu'il a une partie humanisée qui est la partie constante, et puis il a des parties murines qui sont les parties variables, qui vont reconnaître le CD20. Le CD20, c'est un antigène de surface qui est présent sur la majorité des hémopathies lymphoïdes B matures et qui va être également présente dans certaines leucémies lymphoblastiques B, plutôt de l'ordre de 15 à 30% à peu près des LAMB qui expriment le CD20. Et ce rituximab, ce MabThera, il va agir via trois mécanismes différents.
Le premier, c'est qu'il va activer la cascade du complément et donc il va aboutir, on en a parlé tout à l'heure, au complexe d'attaque membranaire qui va venir perforer la cellule et donc déclencher sa destruction. C'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, ça va être via, encore une fois, l'immunité innée, avec les macrophages notamment. Il va, en fait, à la surface des macrophages, il y a le récepteur Fc gamma qui va reconnaître la partie constante de l'immunoglobuline. Ça va l'activer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir opsoniser le lymphocyte B et puis ça va déclencher ensuite sa phagocytose, où il peut également marcher via une toxicité directe, via la DCC. Et puis la dernière chose, c'est à nouveau cette partie constante de l'anticorps qui va activer les lymphocytes NK, qui va déclencher une lyse cellulaire directe des cellules qui vont être reconnues par le rituximab. Donc en fait, il va surtout fonctionner via l'immunité innée. C'est pour ça qu'on les considère comme une immunothérapie, c'est que ça restaure l'immunité innée sur les hémopathies infectées sur lesquelles ils sont utilisés. Alors il y a deux formes actuellement de rituximab disponibles. Il y a la forme intraveineuse, et puis depuis quelques années maintenant, il y a la forme sous-cutanée, beaucoup plus simple d'utilisation. Je vous ai mis à titre indicatif à chaque fois les prix. C'est pris l'année dernière, je ne sais pas rechercher cette année, mais des différentes formes et des différentes immunothérapies pour vous faire une idée. Le prix il a un petit peu baissé pour le rituximab parce que c'est tombé dans le domaine public et il y a deux similaires disponibles désormais. Voilà, mais ça reste des traitements quand même coûteux et onéreux. Alors, le rituximab, les principales études dans lesquelles il a été utilisé, on va s'intéresser à une étude française qui commence un petit peu à dater maintenant, qui a été publiée par Coiffier et qui est finalement une des études les plus importantes en hématologie sur les dernières années, je pense, dans le lymphome B diffus à grande cellule en tout cas, qui est venue challenger la chimiothérapie seule, qui était utilisée en traitement des lymphomes B diffus à grande cellule. Et donc, c'était une étude comparative de phase 3 de 8 cures de CHOP versus 8 cures de R-CHOP en première ligne chez les patients de 60 à 80 ans. Et il y a eu à peu près 200 patients d'inclus dans chaque bras. Vous voyez ici les courbes avec l'EFS. Il y a eu une nette efficacité du R-CHOP par rapport au CHOP, que ce soit en termes d'EFS, donc de survie sans événement, sans progression en gros, ou en termes de survie globale. Et donc, le R-CHOP est devenu vraiment le gold standard du traitement de première ligne des lymphomes B diffus à grande cellule. Il est de plus en plus challengé ces dernières années, mais ça fait un moment que ça dure, et finalement, pour l'instant, il n'est pas trop détrôné. Donc ça, s'était publié il y a maintenant un peu plus de 20 ans. Dans d'autres hémopathies lymphoïdes B, le rituximab a été utilisé, et notamment dans le lymphome folliculaire, il a été utilisé sous une autre forme que de l'associer à la chimiothérapie, c'est de faire ce qu'on appelle un entretien ou une maintenance. C'est l'étude PRIMA qui a été publiée un peu plus récente en 2019, l'actualisation. Donc dans les lymphomes folliculaires de forte masse tumorale, vous savez peut-être, mais c'est le même traitement finalement qu'un lymphome B diffus à grande cellule, c'est du R-CHOP. Et puis, cette étude était très originale parce qu'elle a utilisé l'entretien de rituximab pour voir si ça permettait de baisser encore plus le risque de rechute. Et la forme qu'elle a utilisée, c'était une injection de rituximab tous les deux mois pendant 2 ans. Vous avez là les principaux résultats de ces études. C'était une étude pareille de phase 3 qui a inclus 500 patients. Avec une EFS médiane, il n'y a pas photo, c'est de 10 ans quand il y a de l'entretien versus 4 ans quand il n'y a pas d'entretien. Et donc, ça a validé cette stratégie. Et vous voyez peut-être dans vos hôpitaux de jour des patients revenir régulièrement, tous les 2 mois, maintenant, pour avoir leur rituximab d'entretien. Ça n'a pas montré d'efficacité en termes de survie globale, parce que ces patients ont souvent été rattrapés derrière par d'autres lignes de traitement, et donc c'était plus difficile de montrer un avantage en termes de survie globale. Mais en tout cas, en termes d'effets, il n'y a pas photo.
Donc en 2023, on l'utilise dans plein d'indications en hématologie. Donc, pour les hémopathies matures, eh bien, dans les lymphomes de bas grade, soit en monothérapie, soit en association avec la chimiothérapie, dès la première ligne, mais également en rechute. Je ne vous détaille pas tout, mais c'est valable pour les lymphomes de la zone marginale, lymphomes folliculaires, etc. Pour les lymphomes B diffus à grande cellule, c'est en première ligne ou en rechute aussi associée à des chimiothérapies. Et on l'associe également au vénétoclax cette fois, donc une thérapie ciblée anti-BCL2 en première ligne dans la leucémie lymphoïde chronique. Dans les hémopathies lymphoblastiques, donc la LALB, eh bien, on peut l'utiliser quand il y a une expression du CD20 de plus de 20% des blastes, et on l'utilise de manière concomitante donc, aux chimiothérapies. C'est en plus et c'est pareil, une publication du New England par Sébastien Maury en 2016. Il est également utilisé, je ne sais pas s'il y en a certains qui ont fait de la greffe, pour l'instant dans la première année, eh bien on l'utilise de manière un peu différente dans la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Vous savez qu'il peut y avoir des risques de réplication virale en post-greffe, notamment de l'EBV. Le réservoir de l'EBV, c'est les lymphocytes B qui expriment le CD20. Et le risque de l'EBV chez un immunodéprimé, c'est de développer un lymphome, un syndrome lymphoprolifératif qu'on appelle PTLD, post-transplant lymphomaticise, qui est extrêmement grave comme complication. Et donc, il y a une stratégie de maintenance qu'on appelle préemptive, c'est-à-dire qu'on surveille de manière hebdomadaire 2 fois par semaine la PCR-EBV. Quand elle dépasse un certain seuil, on se dit attention, c'est à risque de survenue d'un PTLD. Et donc, on réalise une injection de rituximab pour pouvoir détruire le réservoir de l'EBV parce qu'on n'a pas, à l'heure actuelle, de traitement antiviral anti-EBV. Et donc, on va surveiller. Et puis, dès que ça repasse en dessous du seuil acceptable, on arrête et puis on peut le refaire. Et puis, c'est également utilisé en hématologie dans certaines cytopénies auto-immunes et notamment dans le PTI cortico-dépendant ou cortico-réfractaire, PTI aigu ou persistant, avec un schéma qui peut être un peu différent en médecine interne. Eux, ils ont l'habitude d'utiliser plutôt un schéma J1, J15, avec une injection d'1 gramme dose totale de rituximab. Alors que nous, en hématologie, c'est toujours le 375 mg par mètre carré qui revient. Et nous, en hémato, on a plutôt, là, en tout cas pour le PTI, l'habitude de l'utiliser sous cette forme-là, 4 injections hebdomadaires de 375 mg par mètre carré. Également utilisation possible dans les anémies hémolytiques auto-immunes, corticodépendantes ou cortico-réfractaires. Est-ce que vous avez des questions sur le rituximab? Ok, eh ben, let's go. Pardon, est-ce que je peux poser une question? Bien sûr, je peux finir avec le rituximab, mais dis-moi. Oui. C'était juste une question par rapport sur la diapo d'avant qui Ouais. montrait pour les LALB, dans les cas d'expression du CD20, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au taux d'expression du CD20 dans les LALB, mais pas dans les hépaties lymphoïdes B matures pour utiliser le rituximab? En fait, les hémopathies lymphoïdes B matures, elles expriment qui n'ont pas été exposées au rituximab, aux anticorps anti-CD20 ou thérapie ciblée anti-CD20, elles expriment quasiment tout le temps le CD20. Ce n'est pas le cas dans les LALB, en fait. Et l'expression du CD20, c'est surtout sur les lymphocytes un peu plus matures. Donc, c'est pour ça qu'on vérifie qu'il y ait bien une expression du CD20 sur les blastes, sur les lymphoblastes, avant de l'utiliser. Parce que si tu n'en as pas, juste, ça ne sert à rien et ça déprime le patient un petit peu plus. D'accord, merci. Est-ce que, du coup, vous connaissez les effets secondaires du rituximab? Évoquer en tout cas une dépression morale. Oui, tout à fait. Donc, il peut y avoir un risque d'infection avec effectivement via une hypogammaglobulinémie, en gros, un déficit de l'immunité humorale. Yes. Ça, c'est une complication. C'est souvent chez les patients qui ont été quand même pas mal abreuvés de rituximab, qui en ont eu beaucoup, et c'est une complication plutôt un peu tardive. Réaction allergique. Ouais, la réaction à la perfusion, ça, c'est vraiment le truc classique. Est-ce que vous en avez d'autres en tête? Donc, effectivement, les principaux effets secondaires qu'il faut connaître
j'ai mis pour le rituximab là, mais c'est valable pour une grande partie des anticorps monoclonaux utilisés en hémato. Le principal risque, c'est la réaction lors de la perfusion, d'où une prémédication systématique. Et cette réaction, elle survient surtout lors de la première injection. Si elle n'est pas survenue lors de la première injection, il faut quand même faire une prémédication, mais il y a extrêmement peu de risques qu'elle survienne lors de la deuxième injection. La première injection, elle se fait également avec des paliers de vitesse d'injection. Vous allez voir les infirmières qui vont prendre du temps, qui vont aller surveiller le patient de manière régulière et puis augmenter progressivement la vitesse selon sa tolérance. Ce n'est pas le cas pour les perfusions ultérieures si ça s'est bien passé. La prémédication, elle contient souvent un antihistaminique, une ampoule de polaramine, un gramme de paracétamol et puis des corticoïdes. Par exemple, dans le shop, souvent, on demande aux patients de prendre les corticoïdes du P. Le P, c'est prénisone. Et ça fait du coup sa prémédication, mais de les prendre juste avant la perfusion. Quelque chose qui a été publié aussi pas mal au début de l'utilisation du rituximab, c'est qu'il y a eu des cas extrêmement graves de réactivation de l'hépatite B chez des patients qui avaient des sérologies avec des anticorps anti-HBC positifs de manière isolée. Et en fait, ils ont fait des réactivations de l'hépatite B, voire des hépatites B aiguës graves. Il y a eu quelques cas également de LEMP de décrits chez des patients ayant reçu du rituximab. Donc, c'est l'infection, le cancéphalopathie multifocale progressive au JC virus. C'était des patients qui étaient en général extrêmement lourdement aussi immunodéprimés pour d'autres raisons. Mais en tout cas, ça a été rapporté. L'hypogammaglobulinémie qui peut parfois nécessiter des substitutions en immunoglobuline. C'est à peu près 4 à 6% des patients qui vont nécessiter des supplémentations en immunoglobuline après avoir reçu du rituximab. En général, c'est des patients qui ont reçu beaucoup. Et puis, un effet secondaire qui est un peu particulier, qui est propre au rituximab, c'est la neutropénie retardée, qui, selon les études, survient entre 5 et 30% des patients, qui peut être parfois assez profond, qui répond bien aux facteurs de croissance hématopoïétique. Et le mécanisme, il n'est pas très bien connu. On pense qu'en fait, c'est lors de la reconstitution lymphocytaire B à distance, donc des injections de rituximab, qu'il peut y avoir une espèce d'attaque des PNN, enfin, ce n'est pas très clair, ou via le développement de LGL aussi, de lymphocytes à grains, lors de la reconstitution immunitaire lymphoïde B. Donc, le mécanisme d'action n'est pas très très clair, et voilà, c'est quelque chose qui peut survenir et qui peut être aussi facteur d'infection. Donc, en pratique, quand vous avez un patient en salle en hôpital de jour qui doit recevoir du rituximab, vous devez avoir ces réflexes-là en tant qu'interne, vérifier sa numération, surtout ses sérologies virales, est-ce qu'il les a bien eues, et notamment une sérologie de l'hépatite B. S'il a des anticorps anti-HBC positifs, est-ce qu'il a un traitement préventif, à savoir du baraclude? Si c'est un patient qui en a déjà reçu, est-ce que vous avez une électrophorèse de protéines sériques récente pour voir s'il y a déjà une hypogamma qui apparaît ou non. Vérifier sur la prescription infirmière qu'il y a bien la prémédication et que c'est bien clair pour elle et que le patient n'avait pas fait de réaction allergique auparavant. Et puis, dans le suivi, s'il y a des infections à répétition et une hypogammaglobulinémie, se poser la question de la supplémentation en immunoglobuline. Ouais. La réaction à la perfusion, elle est indépendante ou peut être liée à l'importance de la masse tumorale, parce que j'ai l'impression que c'est des notions qu'on nous dit de temps en temps, mais je sais pas. C'est des notions qui vont être j'essaie de réfléchir pour le rituximab, c'est pas si clair que ça. C'est pas si clair que ça, mais effectivement pour d'autres réactions, notamment ce qu'on appelle les CRS à certaines immunothérapies, c'est clairement un facteur de risque, la masse tumorale. Pour le rituximab, c'est pas quelque chose de clair. Et pour les autres anticorps monoclonaux. Donc le rituximab, on l'utilise encore énormément. Il a été, je le disais tout à l'heure, pas mal challengé ces dernières années, notamment avec l'apparition d'un nouvel anticorps monoclonal anti-CD20. Vous avez peut-être entendu parler, le GA101 ou obinutuzumab, qui, au début, quand on l'a annoncé, c'était extrêmement prometteur et ça va remplacer ces nouveaux rituximab, ça va le remplacer dans l'intégralité des indications. C'était
début de Moderna et ce n'est toujours pas le cas. On va voir pourquoi. Et pourquoi il semblait prometteur, c'est que, en tout cas, in vitro, il a un effet cytotoxique qui est plus important, notamment via l'action de l'ADCC et des lymphocytes NK. Par contre, la petite différence, c'est qu'il n'interagit pas du tout avec la cascade du complément. Il est beaucoup plus cher et son schéma d'administration est un petit peu différent. C'est 1 gramme dose totale souvent qu'on utilise. Alors, eh bien, pourquoi il n'a pas remplacé le rituximab dans toutes les indications? On va le voir. Donc déjà, il a été essayé, on va dire, comme souvent, dans des situations de rechute réfractaire, notamment dans le lymphome folliculaire en rechute ou réfractaire. Et donc, l'obinutuzumab, ici, il permettait une petite tendance, on a l'impression, à l'augmentation de la PFS chez les patients qui étaient en lymphome folliculaire en rechute réfractaire, utilisé en monothérapie versus le rituximab. Il a également été utilisé dans le lymphome en première ligne, le lymphome folliculaire en première ligne. C'est l'étude Gallium qui a pas mal fait parler d'elle. Pourquoi? Parce que cette étude, elle a été rendue comme positive. C'est une étude de phase 3 qui a 600 patients, c'est énorme, chez des patients en première ligne d'un lymphome folliculaire forte masse. Et elle comparait GA101 chimio versus R chimio. Alors pourquoi, alors que l'étude est clairement positive et en faveur du GA101, ça n'a pas supplanté le rituximab? Eh bien parce qu'en fait, il y avait plusieurs biais à cette étude qui étaient quand même assez importants. Le premier, c'était le jeune âge des patients par rapport à l'âge survenu des lymphomes folliculaires. La médiane d'âge, c'était un peu moins de 60 ans, c'était 59 ans, il me semble. Donc ça, c'était un premier facteur limitant. Ce n'était pas forcément très représentatif des patients avec un lymphome folliculaire. La deuxième chose, c'est que dans chimio, finalement, c'était quasiment jamais du CHOP. Enfin, j'exagère, il y avait 30% de CHOP. Et après, le reste, c'était tout et n'importe quoi. Donc, très difficile à extrapoler à notre modèle de R-CHOP qu'on utilise ici. Et puis, quand même, il y avait des signaux d'alerte en termes de toxicité, avec plus d'effets secondaires pour le GA101, notamment en termes d'infection. Et il y a aussi eu des cas de cardiotoxicité de rapporter, alors que c'était plutôt des patients plus jeunes que la moyenne des lymphomes folliculaires, plutôt en meilleure santé que la plupart des patients qui ont un lymphome folliculaire. Et donc, c'est pour ça que, eh bien, il n'a pas obtenu l'AMM dans cette indication, malgré cette étude Gallium. Donc, dans d'autres hémopathies, notamment dans le lymphome B diffus à grande cellule, ça a été également testé. C'est l'étude Goya. Et alors là, pour le coup, c'était peut-être un petit peu mieux fait parce que c'était que du CHOP qui était randomisé, R-CHOP versus GA101 CHOP. Et alors, en termes d'EFS, ça n'a strictement rien changé. Vous voyez les courbes qui sont strictement identiques, avec pareil un peu plus peut-être d'effets secondaires dans le bras GA101. Donc, dans cette indication, eh bien, ça a été complètement raté. Et puis, pour lequel il a obtenu quand même l'AMM, c'est la leucémie lymphoïde chronique en première ligne. C'est l'étude qui s'appelle CLL11, qui date de 2015 maintenant, où il a montré sa supériorité face au rituximab. Pareil, petit problème. Qu'est-ce que c'était les deux bras? C'était GA101 chloraminophène, une chimiothérapie orale qui n'est quasiment plus utilisée du tout, versus rituximab chloraminophène. Donc oui, c'est mieux que le rituximab chloraminophène, mais finalement, on ne l'utilise pas. Donc c'est pareil, c'est difficile à utiliser. Et puis après, il y a eu tout, eh bien, l'ibrutinib, la calabrutinib qui sont apparus, qui ont un peu balayé l'utilisation du GA101 dans la LFC, même si certains centres continuent de le faire, GA101 chloraminophène. Voilà pour les anticorps monoclonaux. Est-ce que vous avez des questions sur les anticorps monoclonaux? Alors, je n'ai pas parlé du daratumumab, ça vous allez en voir, pareil, des caisses et des caisses qui s'utilisent maintenant quasiment exclusivement en sous-cutané dans le myélome et qui s'associent dès la première ligne eh bien, aux autres thérapies en fait, du myélome, donc des triplettes, quadriplettes, etc. Mais voilà, c'est à peu près le risque à la perfusion, etc. aussi. D'autres des questions, d'autres choses. Et bon, on a ça. Donc, dans les autres immunothérapies, ceux-là, on les oublie toujours. Vous n'en avez pas parlé, c'est les anticorps monoclonaux conjugués.
Donc, ils sont différents des anticorps monoclonaux, on va le voir pourquoi, en prenant l'exemple principalement du brintuximab vedotin. Il y en a d'autres, hein. Donc ça c'est 4 différents selon les cibles. Je ne sais pas si vous connaissez les cibles de chacun de ceux-là. CD33. Il y a CD33 pour gemtuzumab, ozogamicine, milotarg. CD30 pour Brintus. T'as dit quoi? 30. Ouais, 30. Ouais, tout à fait. CD30 dans le Brintrux. CD79 pour le Pola. Yes. Pour le Pola. Et Lino. Je sais pas. CD22. Donc, utilisation brintuximab principalement, on va le voir dans le Hodgkin et dans les lymphomes T. Polatuzumab qui est venu un petit peu challenger aussi le rituximab l'année dernière dans les lymphomes B diffus à grandes cellules. Le gemtuzumab ozogamicine, utilisation dans les LAM, c'est 33, c'est un marqueur myélomine. L'inotuzumab, plutôt dans les LAL. On va en parler un petit peu, on va prendre en fait ces deux exemples, le brintuximab et l'inotuzumab. Alors, un anticorps monoclonal conjugué, comment ça marche? On prend l'exemple du brintuximab vedotin, mais c'est valable pour l'ensemble des anticorps monoclonaux conjugués. C'est un anticorps et auquel il va y avoir un petit linker, un lien, qui va être couplé à une chimiothérapie. Pour le brintuximab, c'est donc le vedotin ou monométhyloristatine E, et ça va fonctionner comme un cheval de Troie. Ça va se lier à sa cible, le CD30 ici, puis ça va être internalisé, ça va se retrouver dans un endosome et un lysosome, dans lequel l'environnement va être acide. L'acidité, ça va couper le petit linker, ça va le détruire, ce qui va faire que le vedotin va se retrouver libéré en intracellulaire, et c'est une chimiothérapie donc qui va venir empêcher en fait les tubules de fonctionner. Et donc, ça va permettre d'éviter la prolifération cellulaire tumorale dans ce cas-là. C'est exactement le même mécanisme pour les autres anticorps monoclonaux conjugués. Le brintuximab, il existe à ce jour que par voie intraveineuse et son modèle d'action, son schéma podologique, c'est 1,8 mg kg par injection toutes les 3 semaines. Et ça se passe sur 30 minutes. Le CD30, on l'a dit, c'est exprimé sur les cellules de Reed-Sternberg dans les lymphomes de Hodgkin, mais également dans certains lymphomes T et dans certains PTLT. Donc là, on voit une cellule de Reed-Sternberg qu'on reconnaît bien avec son noyau bilobé ou son aspect de chouette. Et puis là, c'est de l'immunohistochimie avec du CD30, donc c'est foncé, là où c'est positif. Et tout ça, c'est pas positif parce que dans les lymphomes de Hodgkin, il y a un grand environnement très riche composé de lymphocytes, de polynucléaires, de macrophages, etc. Donc le brintuximab, comment on l'a utilisé? Quelles sont les études importantes dans le lymphome de Hodgkin? La plus importante, à mon sens, c'est l'étude AETERA. L'étude AETERA qui date de 2018 maintenant, qui a été publiée par Moskowitz dans Blood. Elle a utilisé, un peu comme dans PRIMA avec le lymphome folliculaire, le brintuximab en entretien post-autogreffe. Alors, qui était inclus dans ces études? C'était des patients qui étaient déjà en deuxième ligne. Les traitements de première ligne du lymphome de Hodgkin à l'heure actuelle, qui reposent toujours sur de la chimiothérapie, plus ou moins couplée à de la radiothérapie, ABVD, Bicode en gros pour les chimiothérapies, obtiennent de très bons résultats, entre 80 et 95% de guérison selon les stades et selon les différents protocoles. Donc finalement, ce n'est pas ça qu'on avait besoin d'améliorer, c'était plutôt pour ceux qui allaient rechuter ou, pour simplifier, il y en avait à peu près 1 sur 2 qu'on arrivait à guérir, ce qui était vraiment pas du tout satisfaisant, avec des chimiothérapies et avec une intensification thérapeutique, avec une chimiothérapie qui s'appelle le BIM, un protocole de chimiothérapie qui s'appelle le BIM, suivi d'une réinjection de cellules souches autologues, donc d'une autogreffe. Et donc avant, ça s'arrêtait là. Vous avez les chimiothérapies, s'il était en rémission, on faisait l'autogreffe et on le surveillait. Il y en avait à peu près 50% qui étaient guéris. C'est la courbe qui est ici du placebo. Et donc le brintuximab vedotin, il était utilisé de J30 à J45 en post-autogreffe pour 16 cycles. Et puis il prenait quand même des patients qui étaient vraiment graves, soit qui étaient réfractaires primaires au Bicode et à l'ABVD, ça existe, mais c'est rare, soit qui avaient présenté une rechute précoce dans le lymphome de Hodgkin, c'est dans les 1 an qui suivent la fin des traitements.
et ou qui avaient des atteintes extranodales. Il y a eu 164 patients inclus, et donc en termes d'EFS, il y a eu une nette amélioration, et donc ça a validé cette stratégie maintenant d'entretien post-autogreffe pour les patients qui sont en rechute d'un lymphome de Hodgkin. Et puis, c'est poser la question de se dire, bon, bah, très bien, on le fait après, peut-être qu'on peut le coupler à la chimiothérapie sur le modèle un peu du AirShop. Et donc ça, c'est l'étude Brave, qui est un petit peu plus récente. Et donc, c'était de coupler dans une étude de phase 2, donc c'était pas randomisé, le brentuximab à la chimiothérapie de rattrapage classiquement utilisée à base de sel de platine et d'aracitine haute dose et de dexaméthasone, le DHAP, puis ensuite l'autogreffe. Et donc, cette étude, elle était plutôt très favorable parce qu'il y avait un taux de réponse métabolique complète de 81% et une EFS à 2 ans qui était de l'ordre de 74%. Donc, c'était mieux que dans Brave où ils n'avaient pas de brentuximab avant, c'était juste de la chimiothérapie. Et là, c'est pas bien de comparer deux études qui n'ont rien à voir, etc. Mais en tout cas, intuitivement, maintenant, eh ben, on utilise le brentuximab en pré et en post-autogreffe en deuxième ligne du lymphome de Hodgkin. En première ligne, c'est quand même venu challenger un peu plus récemment, c'est l'étude échelon 1 dans les lymphomes de Hodgkin, stade 3 et 4, et c'était associé à de la BVD. Alors, il n'y avait pas de bléomycine, c'était du BVAVD parce qu'en fait, ça majorait la toxicité pulmonaire, je ne sais pas pourquoi, de la bléomycine, le brentuximab, et notamment, et également, ça majorait la neurotoxicité. Donc, c'était du BVAVD versus de l'ABVD pour 6 cures. Et en termes de FS, le BVAVD fait peut-être un petit peu mieux pour ces patients de stade 3-4. Alors, en France, dans la plupart des centres, la stratégie pour les stades 3-4, c'est plutôt une stratégie de désescalade, d'utilisation du bicode en première ligne, et si le patient est en réponse, on consolide avec de la BVD ou de l'AVD, plutôt que d'utiliser la BVD sur des stades disséminés. Donc, c'est vrai que c'est intéressant, on sait que c'est mieux dans ces stades-là, mais finalement, ce n'est pas comparé au bicode. Par contre, pour les patients un peu plus âgés, qui sont pas, le bicode c'est quand même très toxique, qui ne sont pas en état de recevoir du bicode et chez qui on faisait de la BVD faute de mieux, et ben là, ça peut être intéressant, donc plutôt utiliser chez les patients âgés ou qui ont des contre-indications à recevoir une chimiothérapie un peu plus intensive que la BVD. Alors, le brentuximab, on l'a utilisé dans le lymphome de Hodgkin, je vous l'ai dit. Il a également sa place dans les lymphomes T, en association avec la chimiothérapie. Pareil, vous voyez, ce n'est pas du CHOP ou CHOEP qu'on utilise, mais on retire le O qui est l'oncovin ou la vincristine parce que ça majore sa neurotoxicité. Il est également utilisé dans les lymphomes T cutanés, notamment dans les mycoses fungoïdes qui expriment le CD30. Et en post-allogreffe, il y a une étude qui, je crois, n'est toujours pas sortie, d'entretien post-allogreffe pour les patients avec un lymphome de Hodgkin. Ça devient un petit peu niche. Les effets secondaires du brentuximab vedotin, j'en ai mis une. La neuropathie, si vous connaissez la deuxième, il y en a deux. Métabolique. C'est la neutropénie. Donc les deux principales, on va dire un peu spécifiques du brentuximab vedotin, qui sont liées en fait au vedotin, c'est la neuropathie périphérique qui est sensitivo-motrice, qui est quand même décrite dans à peu près 50% des cas, et 10% des cas qui sont des grades 3, ça peut être très 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 impressionnant. Et donc il ne faut pas hésiter à commencer à baisser la dose si jamais vous voyez que les patients commencent à avoir des neuropathies de grade 1-2, et d'arrêter si jamais il y a une neuropathie de grade 3, ça récupère, mais ça peut être vraiment très très invalidant pour le patient. Pour les neutropénies, c'est un petit peu moins grave, souvent ça répond bien au GCSF en plus, donc on reprend à la même dose, même pour des neutropénies de grade 3 ou 4, et pas une indication à diminuer la dose, sauf si vraiment vous êtes à chaque fois obligé d'utiliser pas mal de GCSF à chaque cure, donc ça peut être baissé. Pareil, petite prise pour le brentuximab vedotin. Donc, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous allez bien examiner le patient, notamment un examen neurologique, une numération pour regarder le taux de PNN.
en fonction, vous discutez la modification de posolopine, vous vérifiez la prémédication, il y en a une, comme ça un petit corps, et l'absence de réaction allergique, et ensuite vous pouvez mettre le chimio. Est-ce que vous avez des questions sur le Brintrux? Alors, plus rapidement, l'inotuzumab, c'était pour vous montrer un deuxième avec cette fois l'ozogamicine, qui est un mécanisme un peu différent qui s'intercale dans les doubles brins d'algérine par rapport au Vélotin, qui, comme on a dit tout à l'heure, hein, c'est un anti-CD22. C'est très cher, un flacon de 20 mg, c'est 12 000 euros. Et le CD22, juste pour information, c'est exprimé dans plus de 90% des LALB, et en plus exprimé que le CD20 tout à l'heure. L'inotuzumab, il n'est pas toujours accessible dans certains centres à l'heure actuelle encore. En gros, donc les LAL, que ce soit de l'enfant ou de l'adulte, mais c'est encore pire chez l'adulte, en première rechute, quand on n'avait pas d'immunothérapie disponible, avec des chimiothérapies, on arrivait à remettre en rémission que 30 à 45% des patients. Donc c'était catastrophique. En deuxième, 18 à 25% de rémission. Et donc, la seule chose qui permettait de guérir les patients en rechute adultes, c'était de les amener à la greffe de cellules souches hématopoïétiques, sauf qu'il faut être en rémission et si possible avoir une rémission de bonne qualité avec des MRP basses pour avoir une bonne efficacité de la greffe. Donc, il y avait vraiment un manque de traitement dans ces rechutes de LAL B de l'adulte. Donc, l'inotuzumab, il est venu se mettre là-dedans avec une publication de Cantargian en 2016, où c'était de l'INO versus ce qu'on voulait pour des LAL en rechute ou réfractaire de plus de 18 ans. Non, je vous dis une bêtise, c'était versus FLAG, pardon, la FLUDA, de la RACE, du GCSF. GCSF, ça permet de mettre en cycle les blastes et de leur taper dessus avec la cytarabine après. Pour 6 cycles. Et donc, il y a eu 160 patients d'inclus, ce qui est énorme dans ces indications-là. Il y a, en termes de RC, pas photo, 80% de RC avec de l'inotuzumab seul. Donc, c'est vraiment plutôt révolutionnaire. Par contre, ce qui est un petit peu décevant, c'est la durée médiane de réponse, elle est de l'ordre à peu près de 6 mois après les patients en rechute. Donc, il faut vraiment le voir comme une stratégie éventuelle pour amener les patients vers quelque chose qui peut les guérir, c'est-à-dire la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Et donc, dans l'étude, il y avait 41% des patients qui avaient reçu l'INO qui avaient pu être greffés ensuite, versus seulement 11 avec de la chimiothérapie. Donc, mieux que de la chimiothérapie dans ces indications-là, et c'est utilisé en monothérapie. Maintenant, on le combine aux chimiothérapies, notamment dans le protocole EWAL-INO, qui traite en première ligne les LALB des sujets âgés, où il va être associé aux corticoïdes et aux chimiothérapies, notamment à la vincristine, avec l'obtention de très bons taux de rémission et de MRD. Et puis, chez l'enfant, il commence aussi dans le protocole européen All-Together, qui a commencé cette année en France, à avoir sa place dans certaines sous-branches très particulières pour les mauvais répondeurs, souvent de MRD en première. Les effets secondaires de l'INO, est-ce que vous les connaissez qui sont spécifiques à l'INO, qui sont également spécifiques au Mylotarg? Ouais, thrombopénie. Et une autre un peu particulière. Maladie véno-occlusive. Ouais, la maladie véno-occlusive ou MVO. Donc, il y a une toxicité hépatique de ces traitements avec la survenue rapportée, si on poule un petit peu les études, de 13% de MVO qui peut survenir pendant le traitement, mais aussi de manière retardée ou lorsqu'on expose le patient à d'autres facteurs de risque de MVO, c'est-à-dire chez les patients qui ont reçu l'INO ou du Mylotarg et qui vont être ensuite greffés. C'est typiquement chez ces patients que surviennent les MVO. Les MVO, les signes, je vous ai fait rapidement un petit rappel pour ceux qui n'ont pas forcément vu parce qu'ils n'ont pas fait de greffe encore. Les signes qui doivent vous mettre la puce à l'oreille, c'est bien sûr chez des patients qui ont des facteurs de risque. Et les facteurs de risque, c'est d'avoir reçu des traitements hépatotoxiques, d'avoir un bilan hépatique perturbé, une surcharge en fer, notamment, et d'avoir des traitements pourvoyeurs de MVO ou une greffe de cellules souches hématopoïétiques. C'est quoi? C'est la prise de poids avec notamment de l'acide importante et donc l'augmentation du périmètre abdominal
une hépatalgie et un syndrome hémorragique en lien avec une thrombopénie réfractaire sur la consommation importante des plaquettes avec un très mauvais rendement transfusionnel, des perturbations du rythme hépatique avec plutôt une cholestasie utérique. Et ce qu'on fait à ce moment-là, c'est une élastographie qui permet de regarder un petit peu c'est via une écho-Doppler en fait. Il faut demander spécifiquement une mesure d'élastographie pour voir s'il y a des signes cliniques de Mendevo, des signes échographiques, pardon, et de regarder également le score de fibrose. Et la confirmation, eh bien, c'est histologique, mais une biopsie dans des contextes de thrombopénie réfractaire, les patients fragiles, c'est souvent compliqué, donc on les fait par voie transjugulaire si vraiment on veut en être sûr. Vous connaissez le traitement ou pas? C'est éviter tous les hépatotoxines. Et puis, le traitement qu'on met en place, c'est le défibrotide, qui est un antifibrinolytique qui permet d'améliorer un peu d'améliorer les choses. Après, c'est pas un traitement miracle et ça reste une maladie extrêmement grave avec un fort taux de mortalité. Ok, bon, c'est un peu dense, hein, je suis désolé. On va continuer avec la suite. Et donc, on avait parlé un petit peu les inhibiteurs de checkpoint. Et donc en hématologie, les anti-PD-1. Alors, les anti-PD-1, comment ça fonctionne? Donc on va prendre l'exemple d'une cellule de Rett-Sternberg parce qu'en hémato, en gros, on les utilise dans le lymphome de Hodgkin. Donc ici, une cellule de Rett-Sternberg avec différentes anomalies au sein de cette cellule. Déjà, dans certains lymphomes de Hodgkin, il va y avoir une infection par les cellules de Rett-Sternberg qui sont infectées par le PV. Il peut y avoir également une amplification du chromosome 9 au niveau de la région P24 qui peut conduire à une activation, suractivation de la voie JAK-STAT, je vais arriver. Et tout ça, grosso modo, ça va conduire à quoi? Eh bien, à la surexpression à la surface de la cellule tumorale des PDL1 ou des PDL2 également. Ces PDL1 et ces PDL2, pourquoi ça va être surexprimé? Eh bien, en fait, pour se protéger de la cytotoxicité induite par les lymphocytes TCD8. En effet, à la surface des lymphocytes TCD8, il n'y a pas que le TCR, il y a plein d'autres choses, et notamment, il y a le PD-1, PD1, qui va se lier au PDL1, et en fait, ça va induire une tolérance immune. Et donc, en fait, même si le TCR va reconnaître un antigène anormal porté sur la molécule de CMH de type 1, eh bien, il ne va pas s'attaquer à la cellule de Rett-Sternberg. Et donc, il y a cette tolérance immunitaire et cet échappement au système immunitaire qui permet au lymphome de se développer tranquillement. Et donc, les anti-PD-1, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir se lier tout simplement au lymphocyte TCD8. Donc, c'est un peu la petite particularité par rapport aux autres. Tous les autres, ils étaient vraiment dirigés sur les cellules tumorales. Là, c'est dirigé vers des cellules immunitaires. Donc, c'est en ça que c'est original. Et donc, en fait, en se liant au PD-1, eh bien, il va empêcher le PD-1 de se lier au PDL1. Et donc, il n'y a que le TCR qui reconnaît l'antigène de surface. Et donc, ça va induire la cytotoxicité de la cellule de Rett-Sternberg sur la cellule de Rett-Sternberg. Voilà un mécanisme un peu original. Est-ce que vous connaissez pareil les effets secondaires, les risques des anti-PD-1? Cancer. Parce que peut-être il n'y a pas une susceptibilité accrue ensuite au cancer. Non, pas à ma connaissance. Aux maladies auto-immunes? C'est plutôt aux maladies auto-immunes, parce que du coup, ça induit une espèce de tolérance immune, mais en fait, ça va complètement dérégler le système immunitaire, donc tu as un risque d'activation de l'auto-immunité, et puis alors, ça peut toucher tout et n'importe quoi. Là, donc il peut vraiment y avoir toutes les atteintes possibles d'auto-immunité. Alors, les plus fréquentes, ça reste quand même l'atteinte cutanée, souvent, il peut y avoir des vitiligo, ce genre de choses. Les plus graves, c'est l'atteinte myocardite. Il peut y avoir des myocardites auto-immunes, des encéphalites auto-immunes,
ou des pneumopathies auto-immunes. Donc, elles peuvent être extrêmement graves et nécessiter l'arrêt des anti-PD-1, qui sont le nivolumab et le pembrolizumab qu'on utilise en hématologie. Un petit tableau là comparatif. Donc, en gros, les deux sont des anti-PD-1. Je ne sais pas pourquoi il y en a un qui est utilisé plus que l'autre dans certaines indications. Ça a toujours été un peu un mystère pour moi. Mais en gros, si on doit les comparer, ils sont utilisés tous les deux dans le lymphome de Hodgkin classique. Le pembrolizumab, il est plutôt utilisé donc, en monothérapie pour les patients qui ont rechuté en post-autogreffe. C'est plutôt lui qu'on veut utiliser en monothérapie. Le nivolumab, on va plutôt l'utiliser donc, en association avec du brintuximab, on va revenir après un peu là-dessus, soit dans la lymphome de Hodgkin, soit dans d'autres indications. Voilà, je vous ai mis les études Princeps aussi, si vous voulez aller les voir. Checkmate pour le nivolumab et Keynote pour le pembrolizumab. Donc, en tout cas, leur place dans l'arsenal thérapeutique à l'heure actuelle pour le lymphome de Hodgkin, c'est plutôt chez les patients qui ont rechuté en post-autogreffe, donc plutôt en troisième ligne. Ça permet d'obtenir des taux de réponse qui sont importants. C'est assez intéressant parce que c'est des traitements qui peuvent être suspensifs et en fait, on peut les reprendre aussi à l'arrêt. Si on tente d'arrêter que le lymphome revient, on peut les reprendre avec la même efficacité. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, ça peut permettre aussi d'être un bridge vers une greffe de cellules souches hématopoïétiques, même si maintenant, les indications elles restent de plus en plus restreintes pour lymphome de Hodgkin. Voilà pour les inhibiteurs de checkpoint, c'était un petit peu plus rapide. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Ok. Allez, les derniers anticorps, c'est les anticorps monoclonaux bispécifiques dont on avait parlé. On va parler du blinatumomab aujourd'hui, mais il y en a un qui s'utilise de plus en plus dans les lymphomes B diffus à grande cellule, c'est l'epcoritamab. Voilà. Alors, on va prendre donc l'exemple du blinatumomab. Le blinatumomab, comment ça fonctionne? Donc, le blina, tout simplement, il faut l'imaginer comme une espèce d'ambidextre, qui va d'un côté cibler le CD3, de l'autre cibler le CD19. Pourquoi? Parce que le CD19, ça va être la cible qui va être sur les lymphoblastes B. Le CD19, c'est vraiment un marqueur pan B. Donc, il est exprimé à la surface des lymphoblastes B. Et le CD3, c'est un pan B plutôt. Et donc, ça va mettre en relation, en contact direct, les lymphoblastes B et les lymphocytes B. Et en fait, il va y avoir l'induction d'une cytotoxicité via les lymphocytes T au contact des lymphoblastes. Donc, c'est vraiment quelque chose de très original dans sa manière de fonctionner. C'est de se servir, encore une fois, de l'immunité lymphocytaire T pour venir détruire les lymphoblastes B. Et donc, c'est la même chose pour l'epcoritamab, mais via le CD. Le blinatumomab, comment ça s'utilise? Je ne sais pas si vous en avez déjà utilisé dans vos services. Ouais. Donc, à l'heure actuelle, ça reste en intraveineux, mais il y a le développement du sous-cutané qui arrive et qui va quand même faciliter l'administration pour les patients. Donc, c'est en intraveineux et c'est en continu, en IVSE ou IVC, parce que ça a une durée de vie qui est très courte. Sa demi-vie, c'est 2 heures. Et se fait sur des cycles de 1 mois, de 28 jours, avec des changements de pompe 2 fois par semaine en hôpital de jour. En revanche, il est toujours commencé en hospitalisation pour surveiller la tolérance au traitement. On va y revenir après. Il peut y avoir de la prémédication par la dexaméthasone 20 mg pour essayer d'éviter les réactions à la perfusion, qu'on va voir après. Et à titre indicatif, c'est environ 40 000 € une cure de blina. Donc, le blinatumomab, quelle est sa place dans les leucémies aiguës lymphoblastiques B? Je vous ai remis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était catastrophique, les rechutes de LALB chez l'adulte. Et le même Cantargian, 1 an plus tard, il a publié l'étude Power dans le New England. Donc, c'est le même monsieur qui a fait
l'inotuzumab. Et c'était chez les patients qui avaient une LALB Phi-, en rechute ou réfractaire. Il n'avait pas inclus dans son étude les rechutes extramédulaires isolées. Et donc, il proposait soit de la chimiothérapie, soit du blinatumomab pour 5 cycles avec un entretien ensuite. En termes de RC, ça a été beaucoup mieux, 34% versus 16%. Pareil en termes de PFS à 6 mois, mais encore une fois, les durées médianes de réponse, elles sont assez courtes en monothérapie, et donc c'était encore intéressant d'essayer de les amener à la greffe, même si dans l'étude, pour le coup, il y avait autant de patients avec de la chimio que du blina qui allaient vers la greffe. Après, la greffe, ce n'est pas une fin en soi, mais en tout cas, c'était un moyen de les guérir. Donc, c'est à ce moment-là que le blinatumomab a commencé à être utilisé en monothérapie dans les LALB en rechute ou réfractaire, au même titre que l'inotuzumab. Et puis, il y a une autre étude qui a été publiée 1 an plus tard dans Blood, l'étude BLAST. Et cette fois, c'était en première ligne chez des patients qui étaient en rémission, mais qui avaient des taux de maladies résiduelles élevés à plus de 10-3, donc plus d'un blast sur 1000 cellules. Et donc, c'était assez original de l'utiliser à ce moment-là, parce que l'idée, c'était de se dire, ces patients, ils sont à haut risque de rechute. La MRD, c'est vraiment maintenant, dans les LAL, ce qui a écrasé tous les autres facteurs de risque. Et donc, de se dire, peut-être qu'on va réussir à diminuer cette maladie résiduelle, voire à la rendre indétectable pour pouvoir faire un traitement ensuite, soit par chimiothérapie, soit éventuellement de consolidation par une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Dans cette étude, il y a eu 116 patients qui étaient inclus, dont 65% qui étaient en première rémission et d'autres qui étaient en rémission 2 ou 3. Et la MRD est devenue indétectable chez plus de 3 patients sur 4 après un seul cycle de blinatumomab, alors qu'ils avaient des MRD qui étaient quand même super élevés. Donc ça a montré vraiment son efficacité en termes de réduction de la masse tumorale chez les patients en rémission. 65% des patients ont pu être greffés et la survie médiane, elle était de 36 mois, ce qui était bien dans cette indication-là. Donc, dans le Graal, qui est l'étude française du groupe coopérateur, le Graal 2014, que vous utilisez, il y avait une sous-étude qui s'appelait Graal Quest, où on utilisait le blinatumomab sur ce schéma chez les patients avec des MRD élevés. Et donc, le blinatumomab, on l'intègre maintenant bien, dès la première ligne chez les patients mauvais répondeurs. Il allait même dans ce contexte-là. C'est ce que je vous ai mis ici. Donc, c'est soit en rechute, soit en RC avec des taux de MRD supérieurs à 10,3. Dans les LALB-Phi+, donc elles étaient exclues des études comme souvent, mais il y a des études en cours pour l'utiliser en première ligne, même en association par exemple au ponatinib. Il y a une étude où c'est blinatumomab ponatinib dans les LALB-Phi+, donc il n'y a même plus de chimiothérapie. C'est comparé avec différents bras et des bras de chimiothérapie. Les effets secondaires du blinatumomab, est-ce que vous les connaissez? Pardon? Neurologique. Oui, neurologique. Un autre. CRS. Et le CRS, exactement. C'est les deux principaux effets secondaires du blinatumomab. Le syndrome de relargage cytokinique ou CRS, qui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait est corrélé à la masse tumorale pour le blina et corrélé également à la posologie. C'est pour ça que pour toute première utilisation de blina, on commence plutôt à des doses plus basses. Une fois que le patient est MRD indétectable, on peut y aller à des doses d'emblée pleines. La neurotoxicité, qui est rapportée à peu près dans 20 à 40% des cas, mais seulement 7 à 14% de grade 3 ou plus. Et donc la neurotoxicité, ça peut aller de simples tremblements, de dysgraphie, à la crise convulsive et au coma. Ça peut être très très impressionnant et ça peut être très très brutal. Et puis une autre, c'est quand même que ça détruit les lymphoblastes B, c'est bien, mais ça détruit aussi les lymphocytes B, donc ça induit la l'aplasie B. Et donc, il y a un risque d'hypogammaglobulinémie ensuite, un peu comme le rituximab, mais un peu plus profond en général, et donc des risques infectieux sur le long cours. Pour ces deux effets secondaires, on va les revoir après avec les CAR-T-cells, parce que finalement, c'est exactement les mêmes effets secondaires que les CAR-T-cells. Donc, c'est important de savoir les grader. Et puis, on verra la prise en charge juste après.
Ce qui est bien pour le blinatumomab, c'est que ce n'est pas du tout hématotoxique. Donc les patients, ils ne sont pas en aplasie, ils sont ambulatoires. Et ça, vraiment pour des patients qui sont lourdement traités, qui vont peut-être après aller à la greffe, ça permet souvent eh bien, de les retaper un petit peu avant des traitements un peu plus compliqués derrière. Quand vous avez un patient qui va avoir du blinatumomab, qu'est-ce que vous devez regarder? Un truc sur lequel on peut se faire avoir, c'est qu'il faut une voie d'abord qui est dédiée. Il faut un cathéter central dédié. Donc, vous ne pourrez pas toucher au cathéter central après pendant 1 mois. Parce que si jamais vous prélevez dessus, elles vont rincer les infirmières. Si elles font un petit bolus de blinatumomab, ça ne se passe pas très bien. Et donc, il y a des risques de neurotox ou de syndrome de neurolaryngique cytokinique à ce moment-là. Donc, le cathéter, après, c'est blina pendant 1 mois. Donc, les patients qui sont difficilement piquables, il faut anticiper, poser une deuxième voie d'abord éventuellement. Il faut bien sûr une évaluation médulaire pour savoir à combien vous êtes de MRD pour l'évaluation après de l'efficacité. Il faut vérifier les éventuelles prémédications par dexaméthasone, vérifier qu'il y a bien des prophylaxies anti-infectieuses, Bactrim, valacyclovir. Et bien, il faut aussi également penser à la prévention neuroméningée. Donc, on peut y associer des intrathècales triples pour traiter le patient dans son intégralité. Et puis ensuite, il faut une surveillance neurologique avec les fameuses phrases d'écriture. On peut écrire tous les jours la même phrase au patient, parce qu'un des premiers signes de la neurotoxicité, ça peut être la dysgraphie, une modification de l'écriture, et surveillance de la courbe thermique, parce que la fièvre, c'est le premier signe des syndromes de relargage cytokinique. Si jamais justement le patient présente de la fièvre ou d'autres complications évoquant un CRS, c'est-à-dire une hypotension avec ou sans nécessité de remplissage, puis ça va jusqu'à la défaillance multiviscérale, à ce moment-là, un des avantages par rapport au Carticel, c'est que le blina, on peut l'arrêter et ça a une demi-vie courte. Donc ça change tout. Donc, il ne faut pas hésiter à l'arrêter si jamais il y a besoin de remplissage notamment, et puis éventuellement de mettre des corticoïdes si jamais ça ne passe pas. Est-ce que vous avez des questions sur les anticorps monoclonaux bispécifiques? Ça donne pas de lymphopénité? Non, parce qu'en fait, c'est les lymphoblastes B qui sont détruits, ou les lymphocytes B, via l'activité cytotoxique du lymphocyte T. Après, le lymphocyte T, il va faire sa vie. Et même au contraire, il peut un petit peu... Ça peut un peu... Tu vois, être activé et même un petit peu éventuellement proliférer. Et important, c'est qu'il y a des patients qui vont être qui ont été multitraités auparavant. Par exemple, on a eu le cas d'une patiente qui a rejeté de manière très précoce en post-allogreffe. En fait, elle n'avait pas bien reconstitué, je pense, ses lymphocytes. Elle n'avait quasiment pas de lymphocytes totaux et quasiment pas de lymphocytes T. Et dans ces cas-là, tu peux te dire qu'il y a probablement peu d'efficacité de ton traitement. Et une autre question pour le syndrome de relargage cytokinique, vous n'avez pas mis de tocilizumab? Alors, pour là, il n'y a pas trop la place du tocilizumab. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu arrêtes le blina. Et donc, ça va s'éliminer très vite. En 6 heures, tu n'as quasiment plus de blina pour le patient. Donc, c'est très rare d'en arriver là. Tu pourrais éventuellement le faire si tu as vraiment un grade 4. Effectivement, ce n'est pas noté. Je pense que c'est pas bien de le faire, mais tu as même utilisé le blinatumomab. J'en ai jamais vu des très graves parce qu'on arrête avant en fait et on coupe corticoïde et ça passe. Et donc on va terminer avec les carticelles si vous avez encore un peu d'énergie. Alors les carticelles, je vous ai mis carticelles, je crois. Donc je vous ai mis ici les différentes générations de carticelles. Il y en a 4 en gros maintenant, mais on utilise principalement les deuxième et troisième générations. Les carticelles, de quoi est composé un carticelle? Donc c'est un lymphocyte modifié sur lequel on va faire exprimer à sa surface ceci. Et donc il va y avoir différents domaines. Il va y avoir un domaine qui va être intramembranaire qui peut comprendre des domaines de co-stimulation que sont le CD28 et principalement le 4-1BB.
Pour les premières générations, il y a juste le domaine de signalisation intramembranaire. Pour les deuxièmes, il y en a un seul, le CD28 principalement. Pour les troisièmes générations, il y a les deux domaines de co-stimulation, CD28 plus, la plupart du temps, 4,1-BB. Il va y avoir ensuite un domaine membranaire, et puis à la surface, il va y avoir le domaine extracellulaire qui va être capable de reconnaître l'antigène d'intérêt sur l'hémopathie, enfin sur les cellules tumorales. Donc pour les hémopathies lymphoïdes, pour les LL et les lymphomes non-Hodgkin, c'est principalement le CD19 et le CD22, dont on a déjà parlé. Pour le myélome, c'est principalement le BCMA. Mais on peut imaginer que ça soit pour plein d'autres. Il y a eu le développement dans le Hodgkin aussi de CAR T-cell sur le CD30. Enfin, ça pourrait être sur tout et n'importe quoi comme antigène. Ça dépend vraiment de cette construction. La quatrième génération, donc, qu'on utilise peu, elle, en gros, va déclencher une sécrétion de cytokine par l'intermédiaire d'une espèce de cassette d'expression qui va lui être intégrée. Et ça, je ne crois pas, à ma connaissance, qu'on l'utilise actuellement. Voilà, donc ça, c'est la construction des CAR T-cells. Vous avez déjà dû le voir 1000 fois au cours des cours de DES ou d'autres cours. Le mécanisme d'action, qu'est-ce que c'est? Et donc, le CAR T-cell, c'est un lymphocyte T qui est modifié, qui va exprimer donc, ce qu'on a vu juste avant à sa surface. Et donc, tout simplement, ça va être une cytotoxicité directe après la reconnaissance de l'antigène d'intérêt par la molécule exprimée, l'anticorps exprimé à sa surface. Et donc, ça va induire directement la lyse cellulaire. Comment ça se passe pour faire des CAR T-cells et obtenir des CAR T-cells? Donc ça, vous le savez peut-être déjà, mais on va le revoir rapidement. Donc les CAR T-cells, elles sont principalement, à l'heure actuelle, autologues, même s'il y a le développement de CAR T-cells allogéniques, c'est-à-dire qu'ils viennent d'un groupe de donneurs et ont l'intérêt, du coup, d'être disponibles rapidement et de se passer de toutes ces étapes-là. Et notamment, il y a un essai de phase 1 qui est ouvert actuellement à Saint-Denis, peut-être dans d'autres centres, en français, je ne sais pas, d'un CAR T-cell allogénique anti-CD22 dans les LALB en rechute ou réfractaire. Pour l'instant, les résultats ne sont pas incroyables, hein, en tout cas sur les patients qu'on a fait ici. Pour les CAR T-cells autologues, donc les principaux qu'on utilise dans notre pratique en hématologie à l'heure actuelle, ça se passe comment? Le patient va tout d'abord aller à la lecaphérèse. Donc, en gros, c'est comme un don de plaquettes. Il est perfusé au niveau des deux membres supérieurs. Et puis, son sang va passer dans une machine. Et puis, on va récupérer les lymphocytes TCD3 qui nous intéressent. Ces lymphocytes TCD3, ensuite, ils vont être envoyés au laboratoire producteur des CAR T-cells. Il y a différentes plateformes. Avant, c'était que aux États-Unis. Maintenant, il y a des plateformes en Europe. Et puis, on essaye également d'avoir des plateformes institutionnelles pour se passer de l'aide des laboratoires privés, parce que jusqu'à présent, c'est des laboratoires privés médicamenteux qui les font. Ensuite, il va y avoir la construction du CAR T-cell avec, via l'expression, en fait, comment on va faire exprimer cet anticorps spécifique à sa surface. Eh bien, c'est via des virus, notamment des lentivirus, qui vont s'intégrer dans le génome des lymphocytes T. Et ensuite, on va faire proliférer les lymphocytes T modifiés. Et ensuite, ils vont être renvoyés à l'hôpital où le patient est traité et être prêts à l'emploi. Ils sont renvoyés congelés. Et ensuite, eh bien, ce qu'on fait, c'est une chimiothérapie lymphodéplétive pour détruire les lymphocytes du patient, les lymphocytes T notamment du patient. On utilise souvent de la fludarabine ou de l'endoxan. Voilà. Et donc, pourquoi on fait ça? Pour permettre en fait une meilleure expansion des lymphocytes qui ne vont pas avoir de concurrence, pour simplifier. Et ensuite, on réinjecte les CAR T-cells par perfusion, comme une greffe de cellules souches hématopoïétiques après décongélation. Et voilà, donc ça va prendre du temps pour obtenir ces CAR T-cells. En gros, c'est 3 à 6 semaines. Avant, c'était plutôt 6 semaines tout le temps. Maintenant, c'est plutôt 3-4 semaines pour les obtenir.
entre l'acide aphérèse et la réception de la poche. Est-ce que vous avez des questions sur ce déroulé pour les autres? Donc, qu'est-ce qui va se passer entre l'aphérèse et la réinjection des carticelles? Eh bien, plein de choses. Déjà, avant l'aphérèse, il faut évaluer le patient. Il faut évaluer ses comorbidités, notamment. Est-ce qu'il va être en état de recevoir des chimiothérapies? Est-ce qu'il va être en état de recevoir des carticelles et éventuellement avec les complications de son CRS et la neurotoxicité? Il faut évaluer la maladie également, savoir où ça en est, soit par myélogramme dans les LAL, B, soit par PET scanner et LDH pour évaluer la masse tumorale dans les lymphomes B diffus à grandes cellules. Ensuite, une fois que l'aphérèse est réalisée, eh bien, il faut se poser la question, est-ce qu'il faut traiter le patient en attendant ou pas? Est-ce qu'on a 3 à 6 semaines? Est-ce qu'on peut le laisser dans la nature ou pas? Donc, c'est souvent compliqué pour les lymphomes B diffus à grandes cellules. C'est des patients qui sont souvent en rechute ou réfractaires, qui ont des fortes masses tumorales pour certains. Donc, souvent, ce n'est pas possible. Et donc, il va se poser la question de quelle chimiothérapie utiliser. Il faut réussir à contrôler le patient, mais il ne faut pas non plus faire des complications. Donc, ce sont des chimiothérapies de type R-Oloxan BP16 qui sont utilisées dans les lymphomes B diffus à grandes cellules. Pour les LAL, pareil, on essaye de contrôler la maladie et de ne pas trop immunodéprimer le patient non plus. Donc, c'est souvent des corticoïdes, de la vincristine qu'on va utiliser, voire un petit peu d'aracitine si on ne s'en sort pas. Donc, ça, c'est vraiment une stratégie qui va être discutée au cas par cas pour chaque patient et qui est vraiment pas facile à gérer parfois. Une fois qu'on a reçu la poche, donc on l'a dit, il y a la lymphodéplétion. Donc, le patient est hospitalisé et reçoit en gros une semaine avant ces traitements lymphodéplétants. La réinjection des carticelles. Ensuite, l'hospitalisation, c'est minimum 2 semaines après la réinjection pour surveiller l'éventuelle survenue des complications qu'on a citées tout à l'heure, qui surviennent principalement dans les 2 premières semaines, voire dans les premiers mois. Et puis ensuite, il faut bien sûr évaluer l'efficacité en refaisant un myélogramme. Ce qui est le plus important en facteur pronostic pour les LAL, et c'est la MRD Ag28. Il faut vraiment qu'elle soit indétectable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste avoir obtenu une réduction de la MRD, il faut qu'elle soit indétectable pour pouvoir espérer guérir le patient avec les carticelles. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, il faut se poser la question de faire un autre traitement derrière, et éventuellement, si le patient n'a pas été greffé, d'aller vers la greffe avant qu'il rechute. Et puis ensuite, il y a une surveillance au long cours pour les patients pour lesquels l'efficacité a été bonne, et notamment les surveillances des complications tardives. Et la complication tardive, c'est quoi? C'est l'aplasie B. Tant que les carticelles persistent, l'aplasie B persiste. Donc pour certains cartis qui peuvent être vraiment persistants longtemps, il y a des patients qui sont à plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans d'aplasie B. Donc, autant dire qu'ils ont 0 gamma-globulinémie et donc ils sont quasiment tous substitués en immunoglobuline, ces patients. Alors, on va revenir sur les effets secondaires parce que je suis passé un petit peu vite pour les anticorps bispécifiques. Donc, le syndrome de relargage cytokinique, je vous ai mis grosso modo là son mécanisme d'action. Qu'est-ce qui se passe? C'est effectivement, on l'a dit tout à l'heure, corrélé à la masse tumorale et ça va être lié en fait à la production importante de cytokines, notamment d'IL6 et d'interféron gamma, par les lymphocytes T qui partent au combat, qui s'activent et donc qui peut vraiment faire de gros dégâts. Elle peut survenir dans les études entre 30 et 90% des cas, grosso modo, et pareil, c'est très très variable selon les études, mais si on pousse entre 1 et 48% de grade supérieur à 3. Les facteurs de risque, je vous les ai remis là, c'est la forte masse tumorale principalement, que ce soit dans les lymphomes B diffus à grandes cellules ou les LAL. C'est dans les LAL l'utilisation de fludarabine dans la lymphodéplétion. Quand il y a des fortes doses de carticelles, parce qu'en fait, à chaque fois, on va recevoir, chaque patient reçoit une dose différente de carticelles en fonction de comment ils ont réussi à les produire et à les faire proliférer. Et ce qui peut vraiment médier aussi un CRS grave, c'est une infection concomitante. Les symptômes sont en plus les mêmes, donc c'est très difficile à distinguer. Une infection, eh ben, ça va déjà activer le système immunitaire, déjà produire des cytokines. Si on rajoute là-dessus eh bien, les carticelles, ça peut vraiment faire de très très gros dégâts. Les symptômes, on l'a dit tout à l'heure, c'est principalement la fièvre, l'hypotension
et puis l'insuffisance respiratoire avec l'oxygénoréquérance, et ça va jusqu'à la défaillance multiviscérale, et ça peut aller très vite. Je vous l'ai remis là, c'est exactement les mêmes symptômes qu'un sepsis, qu'un choc septique, donc on ne peut pas se passer d'un traitement antibiotique chez ces patients-là, même si ça nous paraît assez évident que c'est peut-être finalement un CRS. Là, ce que je vous ai mis, c'est en gros, il faut retenir de ce schéma, c'est que plus le CRS survient précocement, plus il risque d'être grave. Donc, un patient qui fait une réaction dans les premières heures de la fièvre, qui a besoin de remplissage, voire qui a besoin de passer en réanimation, alors que ça fait que quelques heures qu'il a reçu son injection de Carticel, ça va probablement être un CRS grave, et donc il faut vraiment être réactif rapidement. Le traitement d'un CRS, ça passe toujours par l'antibiothérapie large spectre, même si les patients ne sont pas forcément neutropéniques avec les chimiothérapies lymphodéplétives. C'est difficile de s'en passer, notamment quand on est obligé de commencer à remplir le patient. Là, c'est des antibiotiques, mais vraiment systématiques. Ensuite, ça va vraiment dépendre du grade, et donc c'est pour ça que c'est important de savoir les grader. Le grade 1, c'est de la fièvre isolée. À ce moment-là, c'est antibiotique, traitement symptomatique du perfalgrant, et on surveille le patient. Un grade 2, c'est un patient qui va présenter une hypotension, mais qui va répondre au sérum salé isotonique. À ce moment-là, ou qui nécessite de l'oxygène, mais à moins de 6 par minute, ce qui est déjà pas mal. À ce moment-là, ce patient, il a une indication à des anti-IL6, et notamment au tocilizumab, à la posologie de 8 mg par kilo. Le grade 3, cette fois, il n'y a pas de réponse au remplissage, il a besoin de plus d'oxygène. Dans ce cas-là, il faut très rapidement, en plus du tocilizumab, mettre des corticoïdes, en première intention de la dexaméthasone, 10 mg x 4 par jour, à réévaluer tous les jours pour voir s'il faut continuer ou pas. Au début, on avait très peur qu'en ajoutant de la dexaméthasone, ça a quand même un impact sur l'efficacité des lymphocytes T. On avait très peur que ça ait un impact sur l'efficacité des carticelles, mais quand on est à un CRS de grade 3, ça peut vraiment mettre en jeu la vie du patient. Donc, il faut le mettre et après, il faut le réévaluer effectivement quotidiennement. Un grade 4, c'est une défaillance multiviscérale. C'est un patient qui nécessite une ventilation mécanique ou des amines. Dans ces cas-là, en plus du tocilizumab, on peut faire des plus fortes doses de dexaméthasone, voire des bolus de solumédrol pour essayer d'améliorer les choses. Dans tous les cas, du grade 2 au grade 4, il faut appeler les réanimateurs. Le mieux, c'est de les avoir prévenus avant, quand il y a des patients à fort risque de faire des CRS. Et c'est vraiment une prise en charge conjointe avec nos collègues de réanimation. Si vous avez des questions sur ça. Je me souviens que vous avez déjà dit, mais le pourcentage de patients qui font des CRS. Le pourcentage de patients, en fait, c'est super variable selon les études. Donc, ça va de 1 à 90% des cas. Voilà, donc, c'est vraiment en fait corrélé. En tout cas, dans les, moi, j'ai plus l'expérience j'ai que l'expérience des LALB. Dans les LALB, en fait, on arrive à le savoir très vite, ceux qui vont faire des carticelles ou pas, des CRS ou pas. C'est ceux qui étaient pas en RT au moment de l'injection, qui avaient des LDH élevés et un taux de blast qui était à plus de 50%. Ça, même maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire une espèce de traitement séquentiel avec de l'aracitinose dose juste avant la lymphodéplétion pour vraiment essayer de baisser leur taux de blast et le taux de LDH. En général, on les repère très vite, ceux pour qui il ne va rien se passer, pas grand-chose, et ceux pour lesquels il va y avoir besoin de la réanimation. Donc, ils ne sont vraiment pas tous égaux. Et après, qu'il y a un grade 1, ce n'est pas très grave, mais ce qui est important, c'est d'essayer de repérer ceux qui vont potentiellement être en CRS grave. Il ne faut pas hésiter à répéter le tocilizumab si ça ne marche pas. Il y a d'autres anti-IL6 qui peuvent être utilisés, notamment le cifutuzumab. L'autre effet secondaire, les ICANS ou la neurotoxicité. Donc, ICANS, c'est pour Immune Effector Cell Associated Neurotoxicity Syndrome. Pour le coup, donc on sait que les carticelles ils passent la barrière hémato-encéphalique, mais on ne connaît pas vraiment le mécanisme précis de cette neurotoxicité. Elle survient entre 20 et 64% des cas et ça dépend pas mal
du type de carticelle utilisé, de l'hémopathie sous-jacente. Dans les LALB, par exemple, on en voit très peu par rapport au lymphome des tissus à grande cellule. Pareil, la fludarabine, ça a oublié, mais ça a été rapporté plus fréquent dans les cas de LALB. Et un marqueur biologique, mais qu'on ne surveille pas en pratique clinique, c'est un pic précoce d'IL6. Ça serait plus un risque de faire un CRS. Les symptômes, on en a parlé tout à l'heure, ça va du tremblement à la dysgraphie, au syndrome confusionnel, en passant par la convulsion et le coma. Donc, ça peut vraiment prendre toutes les formes. Et ça peut être, pareil, assez rapide. Donc, c'est la même chose que le pinatumomab, la surveillance de la phase quotidienne, voire pluriquotidienne. Mais parfois, on n'a pas le temps en fait, de voir la dysgraphie qui a déjà en fait, une course sévère. Pareil, l'importance du grade. Donc là, je vous les ai mis là. Il y a différents scores qui sont utilisés. Il y a le score ICE, il y a le score Cartox. Donc, il faut utiliser ces scores pour essayer de les grader. Vous pouvez les retrouver assez facilement en photo là, vous les retrouvez assez facilement sur Internet. Et pareil, il ne faut pas tarder trop à prévenir les réanimateurs à partir d'un grade 2 à 4. Donc, quand c'est plus d'étranglement que la dysgraphie, il faut vraiment les prévenir parce qu'il y a un risque que le patient convulse et termine en réanimation. La prise en charge, il est recommandé d'avoir un neurologue sur site pour éventuellement évaluer le patient. Le grade 1, c'est la surveillance rapprochée en salle. Il n'y a pas d'électroencéphalogramme systématique. Éventuellement, si l'électroencéphalogramme est fait et pathologique, il peut se discuter des anticonvulsivants, mais c'est très rare. Et on ne fait pas forcément d'imagerie si c'est juste des tremblements ou une dysgraphie. Le grade 2, à ce moment-là, il y a une indication quand même à faire un électroencéphalogramme, une PL et une IRM cérébrale, éventuellement à mettre des anticonvulsivants, éventuellement y associer du tocilizumab ou des corticoïdes. Dans le grade 3, il y a des corticoïdes systématiques, et dans le grade 4, c'est des corticoïdes à plus forte dose avec des bolus de solumétrie. Les grades 2 à 4 doivent être, pareil, pris en charge en réanimation. Les complications infectieuses, on en a un petit peu parlé. Il y a deux types de complications infectieuses dans les carticelles. Il y a les complications précoces qui sont liées éventuellement à l'aplasie post-chimiothérapie liée à la lymphodéplétion ou à la maladie si le patient était infiltré de sa LAL. Et donc, c'est à prendre en charge comme une neutropénie fébrile. On peut utiliser des facteurs de croissance après carticelle pour essayer de raccourcir cette durée de neutropénie. Et puis tardif, c'est lié à l'hypogammaglobulinémie qui est corrélée à l'aplasie B et à la persistance des carticelles. C'est surtout les carticelles avec les 4-1-BB, vous vous souvenez des facteurs des domaines de stimulation. C'est surtout ceux qui ont du 4-1-BB qui vont persister longtemps. Donc, c'est le Kymriah principalement qui peut persister, alors que le Yescarta, lui, va moins persister. Donc, il y a moins de risques d'avoir une aplasie B persistante. Donc, des complications infectieuses au long cours et la nécessité d'une substitution en immunoglobuline. L'utilisation actuelle, on va faire assez rapidement parce que un moment. Donc, pour le Kymriah, qui est produit par Novartis, c'est celui qu'on utilise nous dans les LALB. Il a l'AMM en troisième ligne, ou en rechute post-allogreffe ou en situation réfractaire chez les patients qui ont une leucémie aiguë lymphoblastique B jusqu'à 25 ans révolus. Jusqu'à présent, on ne peut pas le faire à plus de 25 ans parce que les études ont été construites ainsi, même si finalement, il y a des bonnes efficacités et pas beaucoup plus de toxicité chez les adultes. Donc là, je vous ai mis l'étude Princette Eliana pour le Kymriah dans les LALB de l'enfant et des AJA, avec un taux de rémission à 3 mois qui était de 81%, ce qui est énorme chez les patients qui étaient soit réfractaires, soit en rechute post-allogreffe notamment. Et en gros, on a l'impression, si vous regardez là, qu'il y a un plateau à 50%. Donc, on guérit 50%, un patient sur deux, avec des carticelles, avec un traitement qui est finalement pas si toxique que ça, passer la phase initiale. Et donc, ça a vraiment révolutionné
la prise en charge des patients qui étaient quasiment tous voués à décéder parce qu'on était très rapidement, surtout ceux qui avaient déjà été allogreffés, sans solution curative. Finalement, les études de vie réelle, on a plutôt l'impression que c'est un peu moins de 50%, qu'il peut y avoir des rechutes un peu plus tardives et que ce plateau qu'on voit là à partir de 1 an, grosso modo, finalement, ça continue un petit peu après, donc on serait plutôt aux alentours de 40% de patients guéris avec des carticelles dans cette indication-là, ce qui reste très bien. Et donc, encore une fois, l'importance du suivi de MRD, notamment à 1 mois, et qui doit être répété aussi, éventuellement à 3 et 6 mois. Après, on ne fait pas de manière systématique, on surveille l'amélioration. Pour les lymphomes B diffus à grandes cellules, l'étude Princeps qui a été publiée également dans le New England en 2018, c'est l'étude Juliette. Donc, pareil, c'était des patients qui étaient avec un lymphome B diffus réfractaire ou en au moins 3e ligne. Et donc, il y a eu 50% de réponses globales, donc 40% de réponses complètes chez les patients. Donc, on n'arrivait pas à rattraper du tout, sinon, donc c'était très bien. Et il y a eu surtout des réponses soutenues. Ça, c'est pour le Kymriah ou Tisagen, avec le sel. Pour un autre qu'on appelle le Yescarta, cette fois par Kite, lui, il est utilisé uniquement dans les lymphomes B diffus à grandes cellules. Pour le moment, on l'a utilisé un petit peu dans les LALB, mais beaucoup moins maintenant. Le Yescarta, il ne persiste pas. Ce n'est pas une construction avec 4 ABB, c'est du CD28 seul. Et donc, il a aussi montré son efficacité par rapport à des chimiothérapies, avec également un plateau qui est obtenu à peu près à 1 an, entre 1 et 2 ans, dans les lymphomes B diffus à grandes cellules réfractaires, avec à peu près 40% de patients qui semblaient guéris. Très bien. Il y a d'autres carticelles qui sont utilisées dans d'autres indications. Le Tecartus dans le lymphome à cellules du manteau, avec une publication en 2020 dans le New England, ou avec dans le myélome multiple, avec une publication de l'étude Karma dans le New England en 2021, avec 140 patients qui étaient inclus et 73% de réponses, dont 33% de réponses complètes chez des patients qui étaient lourdement traités, qui avaient au moins reçu 3 lignes de traitement. Donc vraiment des résultats prometteurs, et donc ça avance petit à petit les carticelles dans bien les lignes de traitement dans toutes ces hémopathies. Rapidement, un petit mécanisme diaporama sur les mécanismes d'échappement. Donc, j'ai pris l'exemple du Kymriah. Donc, on a parfois chez certains patients des pertes de la place B qui est vraiment corrélée à la perte des carticelles. À partir du moment où vous voyez sur le phénotypage lymphocytaire sanguin des lymphocytes B réapparaître, c'est qu'il n'y a plus de carticelles. Donc, ça, c'est un moyen de suivi indirect des carticelles parce qu'on ne peut plus les détecter sur le sang avec des cytométries du flux notamment parce qu'ils vont dans les tissus et qu'on n'a pas les PCR en routine qui permettraient de les détecter. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est des PCR VIH, parce que ça va être positif chez les patients qui ont encore des carticelles, parce que c'est la même construction, l'antiviral, etc., que le VIH. Donc, ça peut être un moyen aussi indirect de suivre les carticelles, mais sinon, c'est sur le phénotypage lymphocytaire. Certains patients, on ne sait pas pourquoi, eh bien, ils vont perdre de manière précoce, c'est-à-dire à moins de 6 mois, la place B. Et ça, on a quand même du mal à le comprendre. Et on sait que ces patients, ils seront à plus haut risque de rechute et de présenter des rechutes CD19 plus à nouveau. En fait, ils ont perdu les carticelles, il va y avoir une rechute à l'identique de la LALB. Donc là, c'est pas mal parce qu'on peut réutiliser des immunothérapies éventuellement anti-CD19, le BINA notamment. Alors que certains patients, notamment certains qui ont toujours la place B, ont quand même rechuté. Et cette fois, un des mécanismes d'échappement, c'est la perte du CD19. Et ça, c'est vraiment lié à la masse tumorale aussi. On sait que quand la masse tumorale elle était forte avant de faire la chimiothérapie, avant de faire les carticelles, il y a plus de risque de rechuter en CD19 négatif. Donc ça, c'est un mécanisme d'échappement classique. Tac, tac, tac. Ça, on va passer.
Donc, les immunothérapies, des perspectives, ça serait de les associer. Et je prends un exemple en fait, qui est maintenant quasiment de vie réelle, c'est l'association de deux immunothérapies dont on a parlé tout à l'heure, le brentuximab associé à un anti-PD-1, le nivolumab. Ça a été publié en 2021 dans Blood pour des patients qui avaient des lymphomes de Hodgkin classiques, qui étaient en rechute ou réfractaires. Et ils ont reçu 4 cycles de brentuximab associés à du nivolumab. Et il y a eu un taux de réponse qui était de 85%, très bon, donc 67% de réponse complète. La PFS à 3 ans, elle était très bien, parce qu'elle était de 77%. C'est des patients qui n'étaient pas autogreffés encore. Elle était de 77% globalement. Et si on autogreffait les patients ensuite, elle montait à 91%. Donc c'est vraiment, vraiment très, très prometteur. Et donc, ça peut être une option qui pourrait venir challenger le brentuximab associé aux chimiothérapies en refaisant monter le nivolumab, éventuellement en deuxième ligne des lymphomes de Hodgkin. C'est pour l'instant, ça n'a pas la même. Voilà, donc d'autres perspectives que de les associer, éventuellement cibler autre chose que les cellules tumorales, mais cibler le micro-environnement, d'administrer en séquentiel, sans pas en parler, et ça peut être des perspectives d'évolution. Donc voilà, pour toutes les immunothérapies, cytokine, il n'y a quasiment plus rien par l'interféron dans certains syndromes prolifératifs. Les anticorps monoclonaux qui ont encore toujours leur place dès la première ligne, beaucoup, et notamment dans beaucoup d'hémopathies lymphoïdes B et dans le myélome. Les anticorps monoclonaux conjugués dans un peu toutes les hémopathies peuvent être utilisés. Les inhibiteurs de checkpoint dans le Hodgkin, les bispécifiques, le VINA ou maintenant la LALB ou maintenant les protoramab dans la lymphope B diffuse à grande cellule et les carticelles dont les indications sont de plus en plus larges et qu'on utilise de plus en plus précocement. Je crois que c'est tout. Donc maintenant, bon, un petit montage, j'aurais pu retirer. Mais en gros, c'était pour dire que ça va être à vous, dans le futur, de trouver des nouvelles associations intéressantes pour permettre de plus en plus de guérison de nos patients. Et voilà, c'est à peu près tout pour moi. C'était déjà très dense. J'espère que je ne vous ai pas complètement assommé. Voilà. Vous avez des questions? Est-ce que c'est quoi l'intérêt de doser l'IL-6 en post-carticelle parce que... Ouais, on ne le fait pas en fait en pratique. Ouais. Je l'avais vu faire. Mais... Ouais, on le fait quand il y a des grosses RS qu'on ne comprend pas trop. Mais en routine, souvent, on ne le fait pas trop parce que le sepsis, ça aussi. Ça, ouais. Donc, bon, honnêtement, je l'ai fait une fois, mais parce que vraiment, c'était un CRS grade 4, on ne comprenait rien à ce qui se passait. En fait, le temps qu'on ait les résultats, les choses s'étaient améliorées, on y voyait déjà un peu plus clair. Donc, il n'y a pas une routine, en tout cas, de doser l'IL-6. Ça peut se faire dans certaines études où ils demandent de le faire. Donc, si c'est des patients protocolaires, peut-être, là, à ce moment-là, effectivement, il faut les doser en cas de CRS. D'accord. Si ce n'est pas des patients protocolaires, c'est pas la peine. Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr. Est-ce que la persistance du CAR, elle est directement corrélée au risque de rechute? Tout à l'heure, on disait Yescarta, il persiste pas. C'est-à-dire combien de temps est-ce qu'il persiste pas et est-ce qu'il disparaît? Il y a une rechute imminente. Non. Ça, c'est vraiment, c'est un peu plus vrai pour les LAL et avec le Kymriah. Et effectivement, des disparitions précoces. C'est vraiment précoce. Dans les 6 mois, voire les 1 an du carticelle, c'est vraiment un facteur de risque de rechute de la LALB. Ça, c'est vraiment pour le Kymriah dans les LALB. Les Yescarta, effectivement, ils persistent moins. Donc après, voire pas, je ne pourrais pas te dire la médiane de persistance des Yescarta. Je ne l'ai pas en tête, donc je ne veux pas te dire de bêtises. Mais ma question, c'était comment on explique le fait que s'il n'y a pas de persistance, il n'y a malgré tout pas de rechute? Il n'y a pas une espèce de surveillance immunitaire Non, c'est du ça, CAR? ouais. Effectivement, pour la LLB, on peut facilement l'exprimer. Pour le lymphome B diffus à grande cellule, c'est de se dire que tu as détruit tout ce que tu avais à détruire, quoi, tout simplement. D'accord, merci.
J'avais juste une autre question. Je voulais savoir l'intérêt dans l'ICANS tout à l'heure. On disait qu'à partir d'un certain grade, il y avait une indication à faire une PL et une IRM. On recherchait des choses en particulier. Ça modifie la Ouais, stratégie de prise en charge. c'est des patients qui sont lourdement immunodéprimés, qui ont notamment au niveau cellulaire, enfin l'immunité cellulaire, elle a pris assez cher avec la lymphodéplétion et tous les traitements qu'ils ont eu avant. Donc c'est juste pour pas méconnaître une cause infectieuse, notamment virale, une méningoencéphalite, Ah oui, HIV, d'accord. autres. Donc c'est vraiment pour éliminer les diagnostics différentiels que l'APL et éventuellement l'IRM cérébrale peuvent t'aider. Mais pour l'IFANS en soi, tu peux retrouver les carticelles dans le LCR. Ça peut être un petit indicateur, mais tu n'as pas de critères diagnostiques, par exemple, sur ça, sur ces paramètres. Ah oui, d'accord. Voilà. Je peux poser une dernière question, pardon. Mais bien sûr. Vas-y. C'est plus un peu général, mais c'est par rapport aux anticorps monoclonaux dont on parlait au tout début. Oui. Euh, Il y en a qui sont chimériques, il y en a qui sont humanisés, il y en a qui sont humains, avec CIMAB, ZUMAB, MUMAB. Comment est-ce qu'on choisit le développement de l'un ou l'autre? Pourquoi est-ce qu'on préférerait garder des formes chimériques ou humanisées? Est-ce qu'on cherche à avoir des choses qui stimulent plus le système immunitaire ou à contrario qui sont du coup peut-être moins bien tolérées avec plus de réactions allergiques? Pourquoi est-ce que le développement il va pas vers une seule et même forme Alors, d'anticorps je monoclonaux? ne pourrais pas te répondre. Je pense qu'il faut plus poser la question au laboratoire pharmaceutique. J'avoue que je ne sais pas. Après, la plupart sont quand même des humanisés, hein. Enfin des anticorps humanisés. C'est quasiment tous ceux qu'on utilise, c'est des chimériques humanisés, ni souris ni homme, quoi. La Ah oui, plupart. d'accord. Mais après, pourquoi on est allé sur ça, sur cette forme-là? Est-ce que c'était parce qu'effectivement c'était plus humain? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, que c'est pour le rituximab notamment, via tu sais, la reconnaissance via le macrophage de la partie humanisée. Ça, c'est pour mimer en quelque sorte l'immunité innée. Donc, je pense que c'est pour ça que la partie constante doit être humanisée. Et après, est-ce que la partie des chaînes variables, peut-être qu'ils utilisent la souris, c'est peut-être plus facile à travailler, ça, je ne sais pas. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et ben, c'est terminé, du coup, je pense. Voilà. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop, c'est très très dense. Voilà. Et ben, bonne soirée. Merci. Au revoir. Et j'arrête. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.